Les Alpes suisses ne pardonnent aucune erreur. Cette vérité implacable, gravée dans la roche et la glace depuis des millénaires, des milliers de randonneurs et d'alpinistes l'ont apprise à leurs dépens. Mais certaines histoires transcendent les simples statistiques de montagne. Certains récits de survie défient toute logique humaine. Et certaines disparitions révèlent des dimensions de la psychologie et de la résistance physique que la science peine encore à expliquer complètement. Ce qui s'est produit dans les massifs calcaires du canton du Valais au printemps 2023 appartient à cette catégorie rare d'événements qui redéfinissent notre compréhension des limites du corps et de l'esprit humain face à l'isolement absolu. Le matin du 23 avril 2023, l'aube se levait sur les sommets enneigés avec une clarté cristalline qui promettait une journée parfaite pour la randonnée. L'air était vif, presque tranchant, chargé de cette odeur particulière de résine de pin mélangée à l'humidité persistante de la fonte printanière. Les prévisions météorologiques annonçaient un temps stable, des températures oscillant entre 5 et 12 degrés Celsius en altitude moyenne, avec des vents modérés ne dépassant pas 15 km/h. Pour un randonneur expérimenté, c'étaient des conditions idéales, presque invitantes. Marcus Reinhardt, 37 ans, géologue de formation et passionné de spéléologie amateur, avait précisément choisi cette fenêtre météorologique pour entreprendre une randonnée qu'il planifiait depuis plusieurs mois. Son objectif ce jour-là n'était pas un sommet classique, pas une de ces destinations touristiques surpeuplées où les sentiers balisés mènent invariablement à des refuges confortables. Non, Marcus recherchait quelque chose de plus singulier, de plus personnel. Il voulait explorer une zone karstique peu documentée dans les contreforts sud du massif de la Dent Blanche, une région connue des géologues pour ses réseaux de grottes complexes, mais largement ignorés par les randonneurs traditionnels. Marcus avait garé sa Volkswagen Passat grise sur le petit parking de terre battue, près du hameau de Léoder, vers 7h30 du matin. Les quelques habitants matinaux qu'il avait aperçus se souvenaient d'un homme de taille moyenne, portant un sac à dos bleu marine de marque Deuter, d'environ 40 litres, équipé de manière professionnelle, mais sans excès. Il portait une veste softshell gris anthracite, un pantalon de randonnée beige résistant, des chaussures de trekking Salomon bien rodées, dont les semelles montraient l'usure caractéristique d'un randonneur régulier. Une casquette beige protégeait son visage du soleil montant. Les témoins décriront plus tard son attitude comme détendue, confiante, celle d'un homme qui connaissait parfaitement son itinéraire et ses capacités. Il avait échangé quelques mots en allemand, teintés d'accent suisse avec un berger local, mentionnant brièvement son intention d'explorer les environs du vallon de Ferpecle, une vallée latérale, sauvage et peu fréquentée, avant de revenir avant la tombée de la nuit. Rien dans cette conversation anodine ne laissait présager le cauchemar qui allait suivre. Vers 8h15, Marcus s'était engagé sur le sentier balisé qui serpentait à travers les prairies alpines encore parsemées de plaques de neige résiduelles. Les premières heures de sa randonnée s'étaient déroulées exactement comme prévu. Le sentier principal, clairement marqué de poteaux indicateurs rouges et blancs, grimpait progressivement à travers une forêt de mélèzes dont les aiguilles printanières d'un vert tendre contrastaient magnifiquement avec l'écorce grise des troncs centenaires. Le sol était humide, mais praticable, tapissé d'aiguilles de pin qui amortissaient chaque pas avec cette élasticité particulière des sols forestiers de montagne. Marcus avait croisé un couple de randonneurs néerlandais vers 9h30. Échangeant les salutations courtoises habituelles. Ils se souviendront qu'il semblait en excellente forme physique, respirant calmement malgré l'altitude croissante, consultant occasionnellement une carte topographique plastifiée qu'il gardait dans la poche latérale de son sac. À 10h45, selon les données ultérieurement extraites de sa montre GPS Garmin retrouvée plus tard, il avait atteint une altitude de 2392 mètres, à l'endroit précis
où le sentier balisé officiel bifurquait vers le refuge de la Dent Blanche. C'est là que Marcus avait pris une décision qui allait sceller son destin d'une manière qu'il ne pouvait absolument pas anticiper. Au lieu de continuer sur le sentier principal, Marcus avait obliqué vers l'est, s'engageant sur ce qui ressemblait à une trace de gibier à peine visible, marquée seulement par des passages occasionnels d'animaux sauvages et peut-être de quelques randonneurs aventureux lors des décennies précédentes. Son objectif, clairement indiqué dans les notes manuscrites retrouvées plus tard dans son sac, était d'atteindre une zone répertoriée dans une obscure publication géologique suisse de 1987 comme présentant des formations karstiques d'intérêt spéléologique potentiel. Pour un géologue amateur passionné par les structures souterraines, cette description énigmatique représentait une invitation irrésistible. Il savait qu'il s'éloignait des sentiers sécurisés. Il savait que la zone n'était pas balisée. Mais avec plus de 15 ans d'expérience en randonnée alpine et plusieurs expéditions spéléologiques à son actif, il se sentait parfaitement capable de gérer cette exploration modérée. Les conditions météorologiques restaient excellentes. Rien, absolument rien dans l'environnement immédiat ne suggérait le moindre danger inhabituel. Le terrain avait changé de nature, presque imperceptiblement, au cours de l'heure suivante. Les prairies alpines cédaient progressivement la place à un paysage plus minéral, dominé par des affleurements calcaires grisâtres émergeant du sol comme les ossements d'un gigantesque squelette géologique. Des blocs erratiques de toute taille, héritage des anciennes glaciations, parsemaient la pente. La végétation se réduisait à des touffes d'herbes alpines coriaces et à quelques fleurs de montagne précoces, des gentianes et des saxifrages qui ajoutaient des touches de couleur au paysage austère. Le silence était presque total, interrompu seulement par le sifflement lointain des marmottes et le bruissement occasionnel du vent dans les rares arbustes rabougris. Marcus progressait méthodiquement, utilisant ses bâtons de randonnée télescopiques pour tester la stabilité du terrain devant lui, une habitude ancrée par des années d'expérience. À 12h23 exactement, sa montre GPS avait enregistré sa dernière position précise avant que tout ne bascule. 46 degrés, 2 minutes, 38 secondes de latitude nord, 7 degrés, 28 minutes, 15 secondes de longitude est. Altitude, 2617 mètres. Ces coordonnées allaient devenir le point focal d'une des opérations de recherche les plus intenses et les plus troublantes jamais menées dans cette région des Alpes. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir transformerait complètement leur compréhension initiale de cette disparition apparemment banale. Parce que Marcus Reinhardt n'avait pas simplement chuté dans une crevasse visible. Il n'avait pas été emporté par une avalanche tardive. Il n'avait pas souffert d'un malaise cardiaque soudain, le laissant immobile sur un sentier. Non. Ce qui lui était arrivé relevait d'une combinaison extraordinairement rare de facteurs géologiques, de malchance pure et d'une survie qui défierait bientôt toutes les statistiques médicales connues. Les Alpes suisses ne pardonnent aucune erreur. Cette vérité implacable, gravée dans la roche et la glace depuis des millénaires, des milliers de randonneurs et d'alpinistes l'ont apprise à leurs dépens. Mais certaines histoires dépassent le simple cadre des chiffres, des statistiques de secours en montagne, des tableaux de risques et de pourcentages. Certaines histoires deviennent des fractures dans le tissu même de ce que l'on croit possible. Des failles qui laissent passer quelque chose de plus brut, de plus dérangeant. La confrontation directe entre un être humain et un environnement qui ne le veut pas là. Dans les jours qui ont suivi la disparition de Marcus Reinhardt, c'est précisément ce face-à-face qui allait se jouer, dans un silence de pierre, sous plusieurs dizaines de mètres de roches calcaires, à l'abri de toute lumière. À 12h23, dans le haut du vallon minéral qu'il suivait depuis près d'une heure, Marcus s'était arrêté pour reprendre son souffle. Le soleil, déjà haut dans le ciel, frappait la pente pierreuse avec une intensité sèche, réfléchie par la roche claire comme par un miroir cru.
La lumière était presque blanche, sans nuance, dévorant les ombres. L'air avait perdu la fraîcheur du matin. Il flottait désormais une odeur de poussière chaude, de pierres chauffées, mêlée à l'humidité subtile qui remontait de la fonte des névés épars. Marcus avait posé son sac à dos sur un rocher plat, les sangles crissant légèrement contre le tissu rugueux. Il avait retiré sa casquette, sentant la sueur froide qui perlait déjà sur son front malgré la température modérée. Il avait bu quelques gorgées d'eau de sa gourde en aluminium, écoutant le clapotis étouffé du liquide contre les parois métalliques. Un son minuscule, perdu dans l'immensité du cirque rocheux. Autour de lui, tout semblait figé. Aucun bruit de route, aucun avion, aucun cliquetis de mousquetons d'alpinistes. Juste, très loin, le grondement sourd d'un torrent invisible, quelque part en contrebas, comme une respiration profonde de la montagne. Il avait consulté une nouvelle fois la carte topographique, ses doigts effleurant les courbes de niveau serrées qui indiquaient la pente raide, les zones rocheuses, les échancrures du relief. Sur la carte, un petit symbole discret, presque perdu au milieu des traits serrés, attirait son attention depuis des semaines. Un signe indiquant une doline, une dépression karstique, possible point d'accès à un système souterrain. Selon ses calculs, il se trouvait à moins de 200 mètres de cette zone. Le sol sous ses pieds, un chaos de blocs calcaires fracturés, correspondait parfaitement à ce qu'il s'attendait à trouver. Tout concordait avec les descriptions techniques qu'il avait lues dans l'ancienne publication géologique qui l'obsédait depuis l'hiver. Il avait resserré les sangles de son sac, vérifié mécaniquement la présence de ses équipements. Casque de spéléologie accroché à l'extérieur, petite frontale Petzl, gants, trousse de premier secours, couverture de survie, un peu de corde statique de 10 mètres, un kit minimaliste, mais cohérent avec une exploration superficielle de cavités. Il n'était pas venu pour un véritable parcours souterrain profond ce jour-là, simplement pour repérer des entrées potentielles, prendre quelques photos, noter des coordonnées, préparer peut-être une future exploration en équipe. Cette différence, cette nuance entre repérage et exploration engagée, allait pourtant se dissoudre en quelques secondes dans une réalité brutale. Vers 12h40, Marcus avait quitté la dernière trace vague de sentier animal pour progresser en terrain complètement vierge. Chaque pas devenait une décision à part entière. Il devait choisir les blocs sur lesquels il poserait ses pieds, estimer leur stabilité, anticiper les mouvements possibles de la roche sous son poids. Le sol n'était plus vraiment un sol. C'était un empilement tridimensionnel de blocs de tailles diverses, certains gros comme des voitures, d'autres comme des points, coincés les uns contre les autres par le simple jeu de la gravité et du temps. Entre ces blocs, des failles sombres, étroites, des interstices qui semblaient parfois descendre profondément, avalant la lumière. Marcus savait parfaitement que ce type de terrain recelait des pièges invisibles, des ponts de roches instables, des dalles en équilibre, des blocs apparemment massifs qui ne tenaient en réalité que par un contact fragile. Il avançait lentement, testant chaque appui avec ses bâtons, écoutant le bruit sourd ou creux que produisaient les pierres sous la pression. Le vent avait faibli. L'air semblait plus lourd, comme si la topographie même du cirque retenait les sons et les mouvements. Par moments, un silence oppressant s'abattait, si dense que le moindre cliquetis de mousqueton, le frottement de tissu, le raclement d'une semelle contre la roche, devenait exagérément présent dans la perception de Marcus. Il sentait son cœur battre plus vite, non pas par peur, mais par une excitation concentrée, une tension intellectuelle aiguë. Il approchait de ce qu'il cherchait. À plusieurs reprises, il s'était penché au bord de petites failles, inspectant les parois, notant mentalement la présence de concrétions, de traces d'écoulement, de dépôts minéraux qui pourraient indiquer une circulation d'eau souterraine. C'est vers 13h exactement que tout a basculé. Le geste lui-même fut banal, presque ridicule dans sa simplicité. Un pas de plus, un transfert de poids d'un pied à l'autre, une décision minuscule dans l'enchaînement ininterrompu de milliers de pas.
Marcus avait posé sa chaussure droite sur ce qui lui semblait être un bloc stable, presque affleurant à la surface. Le caoutchouc de la semelle avait crissé légèrement contre la poussière de calcaire. Il avait transféré son poids, déplaçant le centre de gravité de son corps au-dessus de ce point d'appui. Et c'est à ce moment précis que le son impossible à oublier avait retenti. Un craquement sourd, profond, comme si quelqu'un brisait lentement une gigantesque branche de bois sec sous terre. Le bloc sur lequel il se trouvait venait de céder. La suite s'est déroulée en une fraction de seconde, mais dans la mémoire de Marcus, elle s'est décomposée en images presque fixes. Le sol disparaissant sous son pied droit, la sensation fulgurante de vide, le basculement du monde alors que son corps se penchait en avant, aspiré par l'ouverture qui s'élargissait. La vision fugace du ciel bleu qui basculait hors de son champ de vision, remplacé par une obscurité brutale, sans transition. Un nuage de poussière blanche, dense, qui envahit l'air autour de lui brûlant les yeux et la gorge. Des chocs successifs contre des parois de pierre, d'abord violents, puis de plus en plus rapprochés, comme s'il glissait le long d'un toboggan de roches étroit, ses épaules, ses coudes, ses genoux heurtant les aspérités dans une cascade de douleur. Le bruit assourdissant de pierres qui se détachaient avec lui, dévalant, rebondissant, se brisant en éclats aigus dans la cavité qu'il venait de réveiller. La chute n'a pas duré longtemps, quelques secondes tout au plus. Mais la sensation était celle d'une descente interminable, anarchique. La poussière saturait l'air, rendant la respiration difficile. Marcus avait tenté par réflexe de se protéger le visage avec ses avant-bras, sentant des impacts plus durs contre ses os, une douleur vive le long de sa côte gauche, un choc sec contre l'arrière de son casque qu'il n'avait heureusement pas encore enlevé de son sac, bien que la sangle ne soit pas fermée. Puis, soudain, un impact final, écrasant, un choc qui avait fait vibrer tout son corps comme une cloche de chair. Il avait senti sa jambe gauche se tordre à un angle impossible, un craquement humide, une douleur blanche, absolue, qui a traversé chaque fibre de son être. Le silence qui suivit fut presque surnaturel. Pendant plusieurs secondes, il n'y eut plus de chute de pierre, plus de brouhaha. Juste un bourdonnement sourd dans ses oreilles, le battement précipité de son cœur, le goût métallique du sang dans sa bouche. L'air était saturé de poussière de calcaire, une poudre fine qui irritait instantanément les muqueuses, remplissait les poumons d'une sensation sèche et coupante. Marcus essayait de respirer, mais chaque inspiration provoquait une quinte de toux douloureuse qui lui arrachait des gémissements incontrôlés. Il était couché sur le dos, ou du moins c'est ce qu'il croyait au début. Mais sa perception de l'orientation était totalement brouillée. Dans l'obscurité absolue qui l'entourait, il n'y avait plus ni haut ni bas, seulement la pression écrasante de la pierre contre différentes parties de son corps. Il lui fallut de longues secondes, peut-être une minute entière, pour comprendre qu'il était toujours vivant. La douleur, diffuse d'abord, commençait à se préciser. Sa jambe gauche envoyait des signaux d'une violence presque insoutenable. Une douleur pulsatile, profonde, accompagnée d'une sensation de chaleur étrange et de quelque chose de visqueux qui coulait le long de sa cheville. Sa hanche droite le lançait à chaque micro-mouvement. Sa cage thoracique semblait comprimée, comme si une masse pesante reposait sur son flanc. Il essaya de bouger le bras droit, un éclair de douleur dans l'épaule. Mais l'articulation répondait encore. Le bras gauche, en revanche, restait étrangement engourdi, comme s'il n'appartenait plus totalement à son corps. Quand il tenta de le soulever, il sentit une résistance dure. Une pierre, ou peut-être plusieurs, bloquait le mouvement.
Instinctivement, il ouvrit la bouche pour appeler à l'aide. Aucun son ne sortit d'abord, sa gorge étant trop irritée par la poussière, puis un râle rauque, étranglé, à peine plus fort qu'un chuchotement. Le son se perdit immédiatement dans les entrailles de la montagne. Il n'y eut aucun écho distinct, juste une sorte de réverbération confuse, étouffée, qui lui renvoya sa propre détresse sous une forme déformée, inhumaine. La prise de conscience s'imposa peu à peu. Il était au fond d'un conduit souterrain, coincé dans un espace qu'il ne pouvait pas encore visualiser, sans lumière, sans repère. Personne, absolument personne, ne savait qu'il venait de tomber ici. Ses mains tremblantes cherchèrent l'interrupteur de sa frontale. Il réalisa alors qu'elle n'était plus sur sa tête. Dans la panique de la chute, elle avait dû se détacher et glisser quelque part dans l'obscurité. Il tâtonna autour de lui, ses doigts rencontrant la rugosité froide de la roche, des angles vifs, des surfaces couvertes d'une fine couche de poussière. Ses ongles grattèrent le calcaire, produisant un bruit sec, presque insupportable dans le silence total. L'espace dans lequel il se trouvait était d'une étroitesse suffocante. Il ne pouvait pas déployer complètement ses bras. Sa poitrine était comprimée entre deux plans de roche, l'un appuyant contre son dos, l'autre contre son torse. Sa jambe gauche, il le comprit peu à peu, était coincée dans une fissure verticale, le pied pris dans une sorte d'étranglement rocheux qui maintenait le membre dans une position tordue. Chaque tentative, même infime, pour bouger provoquait un déferlement de douleur qui menaçait de le faire perdre connaissance. Il se força à respirer lentement, malgré la toux qui revenait par vagues. L'air avait une odeur particulière, froide, minérale, mélangée à celle plus organique de sa propre sueur et de son sang. Une humidité discrète se faisait sentir sur sa joue droite, une paroi suintante, peut-être, ou une petite rigole d'eau qui serpentait entre les pierres. Il colla l'oreille contre la roche, tendant l'oreille dans un effort presque désespéré pour capter un son extérieur. Rien. Aucun bruit de surface, aucun pas, aucun appel. Juste, de temps à autre, un très léger clapotis, comme des gouttes d'eau tombant à intervalles irréguliers sur une surface liquide lointaine. Ce son, fragile, allait devenir dans les heures à venir l'un de ses seuls repères temporels. Il lui fallut plusieurs minutes pour réussir à atteindre, du bout des doigts, la fermeture éclair de la poche supérieure de son sac. Par miracle, le sac n'avait pas été arraché pendant la chute. Il était coincé contre son flanc, comprimé entre lui et la paroi, mais toujours attaché, ses épaules. Chaque mouvement, pour se tordre et gagner quelques centimètres supplémentaires, déclenchait un concert de protestation de son corps. Sa respiration devenait haletante, coupée de petits gémissements qu'il ne reconnaissait même pas comme les siens. Finalement, ses doigts parvinrent à accrocher la sangle du casque. Il tira doucement, sentant le plastique dur glisser contre la roche. Le casque finit par se libérer, tombant avec un bruit sourd contre sa poitrine. Il tâtonna encore, cherchant la petite lampe frontale fixée dessus. Quand ses doigts la trouvèrent, une vague de soulagement presque euphorique le traversa. Allumer cette lumière, même faible, serait la première micro-victoire dans ce qui allait devenir une lutte inconcevable contre le temps, la faim, la soif, la douleur, et surtout, l'érosion progressive de sa propre lucidité. Ses doigts cherchèrent l'interrupteur. Un clic discret retentit. Pendant une fraction de seconde, rien ne se passa, et un vertige de panique l'envahit. Puis, un faisceau de lumière pâle, jaunâtre, déchira enfin l'obscurité compacte. Ce qu'il vit alors aurait glacé n'importe qui.
Le faisceau de la frontale, malgré sa faible intensité, la batterie n'était déjà plus à pleine charge au départ, révéla un conduit terriblement étroit. Marcus était coincé dans une sorte de tube rocheux incliné, à peine plus large que son corps. Au-dessus de lui, à moins de 50 centimètres, la voûte irrégulière du conduit se refermait, couverte de petites concrétions, de croûtes minérales et de poussière. À sa droite, une paroi quasiment verticale, humide par endroits, sur laquelle brillait par endroits un film d'eau, reflétant la lumière en minuscules éclats. À sa gauche, un chaos de blocs coincés, formant une sorte de mur instable qui semblait avoir partiellement cédé lors de sa chute. On devinait encore, dans les interstices, les traces fraîches de rupture, des arêtes vives, des surfaces encore claires que la poussière n'avait pas totalement recouvertes. Son propre corps semblait trop grand pour l'espace où il se trouvait. Sa cage thoracique était coincée, empêchant toute respiration profonde. Sa jambe gauche disparaissait dans une faille plus étroite encore, la chaussure coincée au niveau d'un étranglement rocheux. Le pantalon était déchiré au niveau de la cuisse, laissant apparaître un hématome déjà impressionnant, aux teintes bleues et violacées qui commençaient à se répandre sous la peau. Un filet de sang sombre s'écoulait le long du tissu vers sa chaussette, avant de goutter lentement sur une pierre plus bas. Chaque goutte faisait un petit bruit net, presque chirurgical, dans le silence de la cavité. Marcus avala sa salive, essayant de calmer les tremblements qui agitaient ses mains. La lumière de la frontale tremblait légèrement, dessinant des ombres mouvantes sur les parois, comme si la montagne respirait autour de lui. Il sentit la panique monter en lui, une vague noire, vaste, qui menaçait de submerger toute pensée rationnelle. Il se força à fermer les yeux, malgré la peur instinctive de replonger dans l'obscurité totale. Il compta mentalement jusqu'à 10. Ses doigts se crispèrent sur le plastique du casque, cherchant une encre tangible. Il se parla à voix basse, d'une voix rauque, méconnaissable. « Tu es vivant. Tu respires. Tu as de la lumière. Tu dois réfléchir. » À la surface, pendant ce temps, rien ne laissait encore supposer le drame qui se jouait sous la roche. Le soleil continuait sa course, le vent remontait parfois le vallon, en apportant avec lui des odeurs de terre humide et de neige fondue. Aucun cri n'était audible. Le trou qui s'était ouvert sous Marcus avait été immédiatement recouvert, au moins en partie, par les blocs qui s'étaient effondrés avec lui. De loin, pour un œil non averti, le chaos rocheux ne présentait rien de spectaculaire, juste quelques pierres déplacées, un léger affaissement du sol, rien qui ressemblât à un gouffre béant ou à une crevasse évidente. Même à moins de 10 mètres, sans indice préalable, il aurait été extrêmement difficile de deviner qu'un homme gisait là-dessous, coincé dans un conduit de moins de 60 cm de diamètre par endroit. Au fond de ce tube de roche, le temps commençait déjà à se déformer pour Marcus. Il n'avait pas la moindre idée de la durée exacte écoulée depuis sa chute. Cela lui semblait à la fois quelques minutes et une éternité. La douleur dans sa jambe avait atteint un plateau, une sorte de brûlure constante, presque anesthésiante par moments, ponctuée de pics intenses à chaque micro-mouvement involontaire. Son corps, soumis à l'adrénaline de l'accident, fonctionnait encore en mode survie, anesthésiant une partie des signaux pour lui permettre de rester conscient. Mais il savait, au fond, que cette phase ne durerait pas. Il entreprit une première évaluation rationnelle de sa situation. Il constata qu'il n'était pas totalement enseveli. Son torse et ses bras n'étaient pas écrasés. Il pouvait encore bouger légèrement les épaules, tourner un peu la tête. L'air, bien que poussiéreux, semblait se renouveler faiblement. Il n'avait pas l'impression d'étouffer par manque d'oxygène. Aucun bruit d'écoulement massif ne laissait penser qu'une montée brutale des eaux inonderait la cavité dans l'immédiat. En revanche, l'espace était si restreint
qu'une vraie tentative de dégagement de sa jambe paraissait pour l'instant irréaliste. Il manquait de levier, de prise, de force, et chaque essai risquait de provoquer de nouveaux éboulements de pierre qui pourraient cette fois réellement l'écraser. Il pensa alors à l'extérieur, à sa voiture, garée plusieurs centaines de mètres plus bas, à son téléphone, rangé dans la poche, ceinture de son sac, téléphone, qui, réalisa-t-il brusquement, n'était plus là. Il fouilla frénétiquement autour de lui, ses doigts courant sur le tissu du sac, sur ses poches de pantalon, sur sa veste. Rien. Le téléphone avait probablement été arraché, projeté quelque part dans le chaos de pierre au moment de la chute. Même s'il avait encore été accessible, la probabilité d'obtenir du réseau dans cette cavité était infime. Mais sa disparition ajoutait une couche d'impuissance supplémentaire à la situation. Il était littéralement isolé du monde. À la surface, l'horloge continuait de tourner. Marcus avait dit à sa compagne qu'il serait de retour en début de soirée. Il ne lui avait pas communiqué de tracé précis, juste la zone générale qu'il comptait explorer. Une erreur qui, dans les jours suivants, allait peser lourd sur la logistique des secours. Pour l'instant, au milieu de l'après-midi, rien n'alertait encore personne. La montagne, indifférente, poursuivait son cycle. La lumière commençait doucement à changer de tonalité, devenant plus dorée, projetant des ombres plus longues sur les pentes encore enneigées des sommets environnants. Dans le ventre de la montagne, Marcus sentit l'épuisement s'abattre sur lui plus vite qu'il ne l'aurait cru. Chaque respiration, entravée par la compression thoracique, demandait un effort conscient. Sa bouche était sèche, malgré l'humidité de l'air souterrain. La poussière avait tapissé sa langue d'un goût crayeux. Il tenta de lécher la paroi humide près de son visage, espérant y trouver quelques gouttes d'eau. Le calcaire avait un goût amer, légèrement salé. L'eau, si elle était bien présente, ne suffisait pas à soulager sa soif naissante. Il pensa à sa gourde, coincée quelque part sous lui, inaccessible dans la configuration actuelle. Le temps semblait s'étirer. Il essaya de compter les secondes, de garder un repère, mais la douleur, la peur et la fatigue brouillaient ses tentatives. Par moments, la lumière de sa frontale lui paraissait trop violente, agressant ses yeux habitués à l'obscurité. Il la baissait alors, dirigeant le faisceau vers sa poitrine, ou vers un coin de roche, pour économiser non seulement la batterie, mais aussi sa propre énergie mentale. Puis la panique revenait, et il balayait de nouveau la cavité de son faisceau, comme pour s'assurer que les parois n'étaient pas en train de se refermer sur lui, que le volume, si infime soit-il, restait stable. À l'extérieur, vers 17 heures, le soleil avait déjà entamé sa lente descente vers les crêtes. Les températures commençaient à chuter doucement. Dans la vallée, la compagne de Marcus regardait à plusieurs reprises l'heure sur son téléphone, puis la dernière localisation GPS enregistrée automatiquement par l'application de suivi d'activité qu'ils utilisaient tous les deux. Une trace s'arrêtait là-haut, dans ce vallon désert. Cela l'inquiétait un peu, mais pas encore assez pour déclencher l'alarme. Marcus avait déjà été en retard sur ses prévisions. Il avait parfois perdu du réseau. Elle se disait qu'il profiterait peut-être simplement plus longtemps de la montagne. Mais un malaise insidieux commençait à s'installer. Une sensation que quelque chose, cette fois, n'allait pas. Dans la cavité, la douleur dans la jambe de Marcus se transformait peu à peu en une sorte de masse indistincte, un bloc de souffrance dense qui occupait tout l'arrière-plan de sa conscience. Par moments, de petites secousses musculaires involontaires secouaient son mollet coincé, provoquant des vagues de douleur plus aiguës qui lui arrachaient des grognements. Son dos, appuyé contre la paroi dure, commençait à brûler sous la pression statique. Ses doigts, crispés depuis trop longtemps sur le casque, s'engourdissaient. Il tenta une première fois d'appeler à l'aide avec plus de force. Il remplit ses poumons autant qu'il le pouvait, puis cria, ou du moins essaya. Ce qui sortit de sa gorge fut un son étranglé, rauque, qui se brisa rapidement en une toux sèche.
Le cri se heurta aux parois proches, résonna de manière chaotique, puis mourut presque immédiatement. Aucun écho lointain ne lui revint, rien qui lui donnât l'illusion qu'un son, même infime, avait réussi à remonter jusqu'à la surface. Il répéta l'appel, 2, 3 fois, jusqu'à ce que sa gorge le brûle. Chaque tentative lui coûtait cher en énergie, pour un résultat nul. Le jour tirait à sa fin quand la compagne de Marcus finalement prit la décision qui allait lancer la machine lourde des secours en montagne. À 19h30, sans nouvelles, sans message, sans mise à jour de la localisation, elle appela la police cantonale. Sa voix était tremblante, mais déterminée. Elle expliqua l'itinéraire approximatif, la passion de Marcus pour les zones karstiques, la mention du vallon qu'il avait faite le matin même. Ce détail allait tout changer, parce qu'il orienta immédiatement les premiers raisonnements des gendarmes vers une zone spécifique plutôt que vers l'ensemble massif voisin. À 20h15, les premières équipes de secours en montagne étaient alertées. Des noms de secteurs, de vallons, de cols se mirent à circuler sur les radios. On parla de sentiers officiels, de dénivelés, de temps moyen de parcours. Des cartes furent dépliées sur des tables. Des écrans d'ordinateur s'allumèrent, affichant des images satellites, des courbes de niveau, des points GPS. À ce stade, pour les secours, il ne s'agissait encore que d'un randonneur en retard, potentiellement blessé ou désorienté, mais avec de grandes chances de pouvoir passer une nuit dehors si nécessaire. On envisageait des scénarios classiques. Une cheville foulée, une glissade sur un névé, un détour imprévu. Personne ne parlait encore de grottes, de conduits, de tunnels. Pendant ce temps, enfoui sous plusieurs mètres de roches, Marcus sentait la température de son corps baisser lentement. L'air dans la cavité était plus frais que celui de la surface en journée, mais plus stable, autour de 5 à 8 degrés. Immobilisé, comprimé, son organisme perdait de la chaleur plus vite qu'il ne pouvait en produire. Ses mains tremblaient, non seulement de peur et d'épuisement, mais aussi de ce froid insidieux qui s'infiltrait à travers ses vêtements humides de sueur. Il essaya de bouger un peu ses épaules, de contracter ses muscles, de créer un minimum de chaleur interne. Chaque mouvement provoquait des protestations de son corps, mais il refusait de rester totalement inerte. L'inertie, il le savait, était l'allié de l'hypothermie. La nuit tomba sur les Alpes. À la surface, le ciel se remplit d'étoiles d'une netteté presque irréelle, loin de toute pollution lumineuse. Les silhouettes sombres des crêtes se découpaient comme des dents gigantesques sur le fond plus clair de la voûte céleste. Le froid s'intensifia. Les premiers secouristes arrivèrent au hameau de Léodère, leurs véhicules laissant derrière eux des nuages de vapeur blanche à chaque arrêt. Ils sortirent des sacs, du matériel, des radios, des cartes plastifiées. Une première équipe légère se prépara à monter de nuit sur le sentier principal, équipée de lampes frontales puissantes, de kits médicaux, de couvertures isothermes. Leur mission ? Atteindre au plus vite la dernière position GPS approximative de Marcus, vérifier la présence de traces sur les sentiers, lancer les premiers appels sonores. Rien n'allait préparer l'équipe à ce qui allait suivre dans les jours prochains. Parce que malgré la technologie, malgré l'expérience, malgré la méthode, ils allaient passer à quelques mètres seulement de l'homme qu'ils cherchaient, sans avoir la moindre idée qu'ils se trouvaient littéralement sous leurs pieds, coincés dans un tunnel de roches si étroit qu'aucun plan de secours classique ne l'avait jamais envisagé. Marcus, lui, entamait déjà sa première nuit de survie dans l'obscurité, ignorant qu'au-dessus de lui, des pas humains résonneraient bientôt sur les blocs qui formaient son plafond. Dans la cavité, la lumière de sa frontale commençait à décliner légèrement, perdant un peu de son intensité déjà modeste. Marcus le remarqua avec une lucidité douloureuse. Il n'avait pas d'autre source de lumière.
Il devait rationner celle-ci comme on rationne de l'eau dans le désert. Il décida de l'éteindre pendant de longs moments, malgré la terreur viscérale que lui inspirait l'obscurité totale. Chaque fois qu'il appuyait sur l'interrupteur et que le faisceau s'éteignait, un vertige le prenait, comme si le monde lui-même cessait d'exister. Ses yeux, ouverts ou fermés, ne percevaient plus aucune différence. L'obscurité n'était plus seulement un manque de lumière, c'était une présence, une masse palpable qui semblait s'appuyer sur ses paupières de l'intérieur. Ses oreilles, privées de repères visuels, amplifiaient le moindre son. Le goutte-à-goutte lointain, sa propre respiration, les battements de son cœur, le frottement presque imperceptible de son vêtement contre la roche à chaque micro-mouvement. Il se surprit à parler tout seul, pour ne pas sombrer dans un silence qui lui semblait trop vaste. Parfois, il murmurait des phrases incohérentes, des fragments de souvenirs, des noms de proches. D'autres fois, il essayait de se répéter des informations factuelles, comme pour s'ancrer dans le réel. La date, l'heure approximative, son nom complet, son âge, sa profession. Comme si se rappeler ces éléments pouvait empêcher sa conscience de se dissoudre dans cette nuit minérale. Au même moment, quelques centaines de mètres plus haut en altitude, les lampes frontales des secouristes dessinaient des cônes de lumière blanche sur le sentier. Le bruit régulier de leurs pas, le cliquetis de leurs bâtons, le grésillement discret des radios créaient une toile sonore complètement étrangère à Marcus, mais pourtant si proche physiquement. Ils s'arrêtaient régulièrement, éteignaient parfois leurs lampes pour tendre l'oreille, lançaient des appels dans la nuit. « Marcus! Marcus, réponds si tu nous entends !» Leur voix se perdait dans l'immensité du vallon, se reflétait sur les parois rocheuses, mais ne trouvait aucun tunnel direct vers la cavité où Marcus, à ce même instant, murmurait son propre prénom pour ne pas se sentir disparaître. La première nuit passa ainsi, dans une alternance brutale de conscience aiguë et de semi-inconscience. Par moments, la douleur, la fatigue et le froid se combinaient pour l'entraîner dans un état proche du délire, où les frontières entre rêve et réalité s'estompaient. Il croyait entendre des voix, des bruits de pas, des échos indistincts. Parfois, il lui semblait que la roche elle-même bougeait, se rapprochait, respirait. Puis un spasme de sa jambe coincée le ramenait dans la réalité brûlante de la douleur, et il comprenait que tout cela n'était que le théâtre de son esprit assiégé. Quand un semblant de lumière grise commença à filtrer, non pas jusqu'à lui, mais dans le monde dont il était coupé, la montagne entrait dans un nouveau jour. À la surface, le froid piquant de l'aube mordait les visages des secouristes. Le givre recouvrait certaines pierres, rendant le sol glissant par endroits. La météo restait globalement claire, mais des bancs de nuages hauts se dessinaient à l'horizon, laissant planer une incertitude sur les jours à venir. Les responsables des secours savaient qu'ils disposaient d'une fenêtre limitée pour des recherches optimales. Ils devaient organiser, structurer, étendre leurs dispositifs. Ce matin-là, un hélicoptère de la Rega décolla de la base la plus proche, ses pales déchirant l'air froid dans un vacarme assourdissant. L'appareil, équipé de caméras thermiques, devait survoler la zone présumée du dernier signal GPS, repérer d'éventuelles traces, des mouvements, des anomalies thermiques sur les pentes. Depuis le ciel, le vallon où Marcus avait disparu se dévoila dans toute sa rugosité. Une langue de roches fracturées, semée de blocs, entrecoupée de névés persistants, bordée de parois abruptes. Vu de là-haut,
L'effondrement qui avait englouti Marcus n'était qu'une imperfection minuscule, un léger changement de texture parmi de milliers d'autres. Les instruments détectèrent des contrastes thermiques, là où se trouvaient des animaux, des zones de végétation plus denses, des résurgences d'eau. Mais aucune forme humaine, aucun signal évident ne se détacha de ce chaos minéral. Sur le terrain, des équipes au sol commencèrent à quadriller la zone. Elles divisaient le vallon en secteurs, avançaient en ligne, à vue, cherchant des traces de pas, des objets personnels, des glissades. La moindre empreinte sur un névé, le moindre bâton cassé, la moindre rayure suspecte sur une pierre devenait un indice potentiel. Ils progressaient lentement, conscients que la moindre erreur de lecture pourrait les faire passer à côté d'un élément crucial. Mais même les yeux les plus entraînés ne pouvaient pas suspecter la présence d'un homme coincé dans un tube de roche invisible, sans ouverture apparente. Sous ces mêmes blocs, Marcus entamait sa deuxième journée de survie. Le temps, pour lui, avait perdu ses repères habituels. Il ne voyait pas le jour se lever, ne percevait pas l'alternance de lumière et d'ombre qui régule habituellement les cycles biologiques. Seuls quelques changements subtils de température et de flux d'air lui permettaient parfois de deviner approximativement si l'on se trouvait plutôt le jour ou la nuit. Par moments, il croyait sentir un souffle d'air plus frais descendre dans la cavité, comme si la montagne respirait. Il imaginait, au-dessus, le soleil se déplacer, la neige fondre un peu, l'air se dilater, créant de minuscules courants à travers les fissures. Mais c'est ce qu'allaient bientôt constater les enquêteurs. Rien, absolument rien, dans les premières heures et les premiers jours de recherche, ne semblait mener vers l'idée qu'un randonneur puisse être coincé dans un tunnel de grotte aussi étroit, dissimulé sous un effondrement apparemment banal. Et pourtant, à chaque minute qui passait, à chaque heure qui s'écoulait dans cette obscurité saturée de poussière et d'humidité, Marcus se rapprochait du point où la physiologie humaine, même aidée par une volonté de faire, commence à céder. La suite de cette histoire allait confronter les secouristes, les enquêteurs, les médecins et l'opinion publique à une question simple et terrifiante. Jusqu'où un être humain peut-il survivre, seul, immobilisé, sans nourriture, presque sans eau, dans un espace si exigu qu'il ne peut même pas se retourner, pendant des jours, puis des semaines? Et surtout, comment une telle situation avait-elle pu se produire dans un environnement pourtant cartographié, étudié, surveillé depuis des décennies? Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir, au fil des heures puis des jours, en remontant les derniers pas de Marcus, en analysant ses traces, en cartographiant le moindre détail du terrain, allait peu à peu transformer cette disparition en une affaire aussi dérangeante que fascinante. Parce qu'au-delà de la simple question du « comment », une autre question, plus profonde, allait émerger. Qu'est-ce que cette survie disait réellement de nos systèmes de secours, de nos certitudes sur la montagne, et surtout, de la capacité d'un homme à lutter contre une lente disparition dans le noir, pierre contre peau, souffle après souffle.